On va commencer un petit peu sur l'actualité donc à Gaza. Je voulais qu'on parle un petit peu de ces effets d'annonce, ces effets très médiatiques qui sont orchestrés aussi par le gouvernement français on largue de l'aide humanitaire à Gaza. C'est devenu très commun maintenant. Ça existait déjà à l'époque de la guerre en Irak, mais voilà, ce truc très commun on largue de l'aide humanitaire pour montrer que on fait quelque chose. On apporte notre aide aux Palestiniens. On fait au moins de l'humanitaire, alors que c'est dangereux. C'est très dangereux. Il y a même des morts. Oui, bien sûr, quand les palettes se décrochent des parachutes, oui. C'est arrivé plusieurs fois. C'est pas efficace parce que les quantités, elles sont beaucoup trop faibles. On bloque, dans le même temps, on bloque les camions qui pourraient apporter beaucoup plus d'aide. Et en plus, bien sûr, on donne un effet de la France agit, etc. Alors que les vraies actions politiques, c'est-à-dire imposer des sanctions à Israël, demander le cessez-le-feu, ça, on le fait moins. Est-ce que vous avez vu passer ces vidéos-là? Oui, bien sûr. Oui. Qu'est-ce que vous... Youssef, vas-y, commence. Tu as dit un petit peu les choses. Et surtout, on fait ça, ça donne bonne conscience. Ça permet de dire, regardez, la France fait quelque chose, alors qu'en fait, elle ne fait rien, puisque 40 tonnes larguées par la France, c'est l'équivalent de 2 semi-remorques, à peine, deux gros camions. Et d'une part, et d'autre part, ça permet surtout de ne pas faire ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire poursuivre l'armée génocidaire, poursuivre les dirigeants israéliens et surtout imposer des sanctions et même forcer le passage de Gaza, puisque je rappelle qu'au titre à la fois des chapitres 6 et des chapitres 7 de la charte de l'ONU, ça veut dire que d'une part, au titre du chapitre 6, je crois, l'État d'Israël devrait être exclu de l'ONU pour non-respect de la charte, et au titre du chapitre 7, menace pour la paix, l'État d'Israël aujourd'hui c'est par la force que les pays des Nations Unies, et vous savez que pour cela, il n'est pas nécessaire qu'il y ait une résolution. C'est-à-dire que c'est l'obligation de tout pays membre de l'ONU d'intervenir pour faire cesser une entreprise génocidaire. Et donc aujourd'hui, c'est pas qu'il pourrait, c'est que c'est une obligation pour la France et tous les pays, et particulièrement l'Occident, qui en a les moyens, d'intervenir militairement pour forcer le passage de Gaza. Alors ces parachutages sont absolument, je le dis bien, ignobles. C'est une façon de saupoudrer, vous savez, comme un bocal de poisson rouge, là. On saupoudre de la nourriture. Sauf que là, en plus, c'est létal, puisque tu l'as dit, il arrivait souvent que des palettes se décrochent, enfin que les coffres là, qui transportent la nourriture se décrochent et tuent. Et écrasent des gens en bas. Et c'est ignoble. Et puis, ça permettrait de dire, regardez, on fait quelque chose. Alors que Netanyahou est là, son armée de génocidaires est là, on permet à ces soldats, à ces génocidaires de rentrer en France, ils sont plus de 4000 actuellement, ils sont actuellement dans ce pays, aucun problème. C'est absolument ignoble, jamais on a vécu une telle situation. Je le dis bien, jamais on a vécu une telle situation, jamais. Tu l'as dit, Macron a annoncé 40 tonnes. Or, il en faudrait 62 000. Il faudrait 62 000 tonnes actuellement à Gaza pour, entre guillemets, enrayer la famine et enrayer c'est un chiffre tout cela. de l'ONU, c'est ça? Exactement, vu dans le monde. Et par ailleurs, même l'aide humanitaire, souvent, ils la larguent dans l'eau. En fait, on voit des vidéos de Palestiniens qui disent, regardez, en fait, ils nous envoient de la farine dans l'eau, donc on récupère la farine. Donc non seulement c'est pas assez, mais en plus, elle est trempée, donc c'est même... De l'eau de mer. C'est même pas utilisable. Hicham. Et du coup, cette aide humanitaire, elle est bloquée à la frontière avec l'Égypte. Elle existe. Donc en fait, elle est déjà présente. Ah oui. Donc la question de balancer par des avions, c'est une façon, ce que disait Youssef, de masquer le point important qui est la question du blocus, en fait, qui est la fin du blocus déjà. Et surtout, derrière cette question-là, c'est aussi que là, il y a toute une campagne assez incroyable où tout d'un coup, tous les sionistes de gauche, on va dire libéraux, etc., se découvrent une nouvelle âme humaniste vis-à-vis des Palestiniens, alors que ça fait 2 ans qu'ils disaient que c'était des terroristes, qu'il fallait tous les tuer. Mais c'est parce qu'en fait, les Palestiniens sont dans une situation telle que là, la question du danger qu'ils peuvent représenter pour le projet colonial sioniste est tellement bas que maintenant, ils ont été ramenés à quelque chose d'incroyablement terrible, qui sont des personnes affamées au quotidien. Et en fait, c'est ça, on va les faire mourir. Et juste avant de mourir, l'Occident, d'un coup, devient généreuse, devient prêt à donner quelques aides humanitaires. Et encore,
quelques-unes par avion seulement, hein. Donc on va pas non plus... C'est aussi comme ça que j'ai vu la reconnaissance de l'État palestinien. Bien sûr que ça dit quelque chose sur le bras de fer, etc. Et que bien sûr que Netanyahou n'est pas content que la France reconnaisse l'État palestinien. Mais tout de même, reconnaître l'État palestinien après 2 ans de génocide quand on fait rien pour arrêter le génocide, enfin, c'est quand même une hypocrisie. Je ne sais plus qui disait ça, mais oui, reconnaître un État une fois que les gens sont morts. Oui, super. Mais juste avant, si tu me permets, si vous me permettez, juste un mot sur cette aide. Vous imaginez que l'aide est larguée et il n'y a personne en bas pour la distribuer. Ah oui. C'est-à-dire qu'on va avoir le plaisir de voir des gens se ruer tous. Ça fait des effets de meute. Bah oui. C'est absolument ignoble, ce qui va justifier le fait qu'on tire dessus. Parce que les ONG sont interdites. Normalement, c'est le rôle des ONG, mais les ONG sont interdites par Israël de faire ce travail-là. Et donc, souvent, c'est Israël qui fait ce travail-là. Et Israël, que fait Israël ? Il tire à balles réelles, il tire avec des armes contre des gens affamés. Sur les gens affamés qui viennent chercher. Et puis, on les voit là sur les réseaux sociaux avec les énormes casseroles ou des bidons en plastique. C'est ignoble. Les Palestiniens disent ça. Ils disent on a l'impression qu'on nous jette de la viande comme si on était des chiens. Quoi. Et bien sûr. C'est eux qui disent ça. Hein. C'est eux qui disent ça. C'est le sentiment qu'on leur renvoie. Et sur les personnes qui sont tuées dans le cadre de la recherche humanitaire, au moins 1400 personnes ont été tuées en allant chercher de l'aide humanitaire. C'est ça. Bon voilà. Quand on nous parle d'actes terroristes, ça c'est quoi si c'est pas un acte terroriste, d'aller tirer sur des enfants, sur des vieilles dames, j'ai vu une vidéo où c'était un enfant qui avait parcouru 12 000 kilomètres. Ah oui. Le petit Amir. Un jeune enfant de qui a 12 ans. parcouru 12 000 kilomètres pour chercher... Non, pas 12 000. 12 kilomètres. 12 kilomètres. Pardon, oui, 12 kilomètres. Oui, j'ai extrapolé. C'est pas possible, 12 000 kilomètres. 12 000 mètres. 12 kilomètres, exactement, 12 000 mètres. Et il s'est fait tirer dessus lors de la réception de l'aide humanitaire, et c'est pas le seul. Regarde, 1400, c'est pas le seul. Et ce petit Amir, c'est encore pire. C'est qu'en fait, il a fait 12 km pour trouver de la nourriture, hein, et lorsqu'il est arrivé, et c'était un vétéran américain de la fameuse firme humanitaire créée, etc., qui ne sert à strictement rien. Il a témoigné. Il a témoigné, ce vétéran américain, malgré tout, il y croit, et il dit, le petit gamin est venu, il était tellement content que ce soldat lui donne à manger, qu'il a embrassé, il y a les photos, qu'il a embrassé la main du soldat. Donc le soldat était ému, et juste après, au moment où le gamin allait profiter de cette nourriture, les soldats israéliens l'ont abattu directement, comme cela. Ouais. Où est-ce qu'on a vu cela ? Ils ont abattu le gamin pour dire, voilà, t'en profiteras même pas. Et où est-ce qu'on a vu une telle inhumanité ? Une telle inhumanité. Ouais. Et à contrario, là, il y a eu les images d'un otage palestinien qui ont circulé, comme quoi il était dénourri, comme toute la population en fait à Gaza. Et d'un coup, tout le spectre politique, alors que ce soit en Israël ou même en France, s'est mis à dire c'est ignoble, regardez, le Hamas affame les otages, il faut que la Croix-Rouge intervienne, comme si la Croix-Rouge ne souhaitait pas intervenir dans la bande de Gaza. Il faudrait qu'elle intervienne juste pour nourrir les prisonniers, les prisonniers israéliens, mais pas nourrir le reste de la population. Bah non, parce que les autres, c'est des criminels. Enfin, donc il y avait toute cette campagne de sympathie, et ils étaient à 2 doigts de dire, regardez, c'est le Hamas qui affame Gaza. C'est vraiment une question de rejeter, d'inverser toute la responsabilité. J'ai entendu ça, pas plus tard que là, il y a 2 heures sur France Info, où ils ont interviewé... Non mais regardez comment France Info, ils choisissent les gens qui interviewent. Ils ont choisi le cousin d'un otage israélien du Hamas, ou ancien otage, enfin bref, c'est pas important. Mais voilà, et lui, il donne son avis, il dit, c'est un avis de Français, c'est un avis d'un Français comme un autre, et son avis, c'est ça. C'est de dire, c'est le Hamas qui organise tout ça, la famine, etc. Tout ce qu'on fait pour lutter contre la famine, en réalité, les Palestiniens, ils font semblant, en fait. C'est ça qu'il dit. Les Palestiniens, ils font semblant de faire les victimes, comme ça, on les aide, et comme ça fait un bras de fer avec Israël. Vous voyez comment ils mélangent tout. Ils déshumanisent les Palestiniens pour tout mélanger, pour dire, de toute façon, tout ce qui est fait pour les Palestiniens, c'est pas dans l'intérêt d'Israël. Alors, je vais vous dire une chose. Ça, c'était déjà dit par le président de l'USJF, Eric Gebali, déjà en 1988. Au moment de la première intifada, où Eric Gebali, président de l'Union des étudiants juifs de France, a clairement dit à la radio Kol Israël, la radio de l'armée israélienne en français, et ça a été rapporté par une résidente française de Jérusalem, il a clairement dit que les enfants palestiniens qui se font tirer dessus par les soldats israéliens font semblant de tomber lorsqu'ils sont dans le champ des caméras des journalistes, et après, une fois qu'ils sont hors champ, ils se relèvent. C'est des footballeurs, quoi, en gros. C'est ignoble, c'est ignoble. Et là, qu'a dit
le président actuel de l'Union des étudiants juifs de France, Aurélien, je crois qu'il s'appelle Bernheim, qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, il a dit, dans toutes les maisons de Gaza, on trouve Mein Kampf, d'accord, le best-seller d'Hitler, on trouve Mein Kampf, et toute la population de Gaza, de toute façon, est liée à Hamas, parce qu'il faut que je le prononce comme lui, et il a dit cela. C'est un type qui était à Sciences Po, là, je crois, et c'est absolument ignoble. Ça veut dire, ça a valeur de certificat de décès. C'est-à-dire que vous pouvez les abattre, ils méritent tout cela, et surtout, il y a aussi tout cet ensemble, il y a aussi Julien Drey, Juju, le gluant Juju, oui, bien sûr, qui se permet de dire qu'il y a plein de fake news sur ce qui se passe à Gaza. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, vous savez, ils ont inventé un mot qui est ignoble, c'est Pallywood. Ouais. Ils prétendent que c'est du cinéma, comme Bollywood. Ça, c'est en réponse à toi, ça, Youssef, tu sais? C'est toi qui as dit Israel Wood. Oui, non, c'est moi qui ai dit Israel Wood en réponse à eux, il y a longtemps déjà, qui avaient inventé parce que c'est vraiment Israel Wood. Ah oui, bien sûr, parce que la vérité, c'est que c'est Israel Wood, en permanence d'ailleurs. Hein. Où est-ce qu'on a vu les bourreaux se prétendre victimes à Gaza? Non, mais c'est absolument hallucinant. Hein. Et donc, voilà un petit peu la vérité. C'est qu'on a même un déni de bientôt, ils nous diront quoi? Ils nous diront qu'à Gaza, il n'y a pas de mort. Vous savez, il y a des gens qui en France sont convaincus que tout cela est du cinéma, que les images sont trafiquées, que les 60 000 morts minimum, hein, certains parlent de beaucoup plus, de 100 000, et même plus encore, hein, eh bien, des gens véhiculent ça en disant mais tout ça c'est du cinéma, il n'y a rien du tout, et de toute façon même s'il y en a, eh bien c'est la faute à Hamas. Vous voyez, c'est ignoble. Et il faut savoir une chose, c'est que les fascistes et les antisémites, après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est quoi les thèses des antisémites sur les camps d'extermination nazis? Ils disent que la plupart sont morts du typhus. Hein, c'est-à-dire qu'ils récusent même, ils disent, vous voyez, c'est pas moi qui fais l'analogie, c'est eux qui font l'analogie, parce qu'à chaque fois, hein, et on pourrait retrouver ça aussi chez les génocidaires des Arméniens ou chez d'autres génocidaires pour le Rwanda, ça veut dire qu'à chaque fois, eh bien, on va mentir, même, c'est-à-dire qu'on ne veut même pas reconnaître qu'ils ont été tués, que ce sont on ne veut même pas reconnaître que ce sont des victimes, et au contraire, on va retourner les choses en disant que ce sont eux les bourreaux. Voilà le problème. Oui. Non, mais tu vois, par exemple, sur la question du livre, pour revenir sur la question du livre, imaginons que, évidemment, tous les Palestiniens auraient Mein Kampf chez eux. La question, c'est que l'Europe n'a pas décidé de tuer tous les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que concrètement, tous les Allemands avaient un exemplaire de Mein Kampf qui recevait par l'État. Donc, en fait, là, il y a une sorte de deux poids, deux mesures. On dit, pour les Arabes, c'est OK de tous les tuer. C'est pas un problème. Mais c'est pire encore. C'est parce que qui a dit à ce type Aurélien qu'il y a Mein Kampf? Quand bien même ce serait vrai, ce sont ses amis soldats israéliens des génocidaires. Oui. C'est eux qui vont dans les maisons et qui les détruisent. Et c'est pas un problème pour lui, étudiant, hein, charmant, gentil et tout, hein, de se baser sur les témoignages de criminels de guerre. Hein, si les choses étaient bien faites, hein, eh bien, ils devraient se retrouver dans un Nuremberg pour la Palestine. C'est ça le problème. C'est eux, ces références à ce jeune type, c'est absolument ignoble. Et ouais, vas-y. Pour continuer sur la question des fake news, peut-être on a des choses encore à dire sur l'aide humanitaire à Gaza. Juste une dernière chose, c'est que oui, par rapport à tout ça, moi je me sens vraiment en décalage avec justement les prises des positions des États, de Macron, des ministères, etc. Parce que rappelez-vous, pourquoi est-ce qu'ils veulent pas parler de génocide depuis longtemps? Nous, on parle de génocide. La CPI parle de risque génocidaire. Les ONG, même maintenant, les ONG israéliennes parlent aussi de génocide à Gaza. Donc vraiment, j'ai l'impression que ça met tellement de temps pour imposer les termes du débat. La famine, on en parle depuis 2 ans de la famine. Nous ici, on s'est pas réveillé hier pour dire il y a une famine à Gaza. Et rappelez-vous, en novembre 2024, la Cour pénale internationale, dans le mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, il y avait déjà le crime de guerre par famine. Donc ça, c'était déjà là, en fait, il y a... tu as raison, oui. Il y a longtemps. Donc c'est pas nouveau. Et on a l'impression que là, même avec toutes les preuves, les vidéos, les preuves officielles, on a tout ce qu'il faut. Et on a quand même en face de nous un mur idéologique de propagande anti-palestinienne. On a toujours ça en face de nous, et c'est terrible, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il leur faut de plus, finalement? Ouais. Et là, on a Médecins sans frontières, par exemple, sur les enfants, ils disent que 25% des enfants de moins de 5 ans, ils sont en malnutrition sévère. C'est pas des blagues. Et des gens disaient
sur Twitter, encore, comment il s'appelle, Simon Mousse, là, je sais plus comment... Simon Moss. Simon Moss, là, il disait ce que tu disais, il disait « C'est faux de dire qu'il y a des morts de famine à Gaza. Ce n'est pas vrai de dire ça. » Mais c'est incroyable. Moi, je comprends pas. Objectivement, là, c'est de la pure rationalité. Je demande pas, c'est pas des avis poétiques, là, c'est objectif. Tu vois ? C'est que, en fait, dans tous les, la question de la vérité, c'est ils s'en contrefoutent d'une manière générale. Eux, leur objectif, c'est de génocider la population palestinienne par tous les moyens. Donc, balancer des fake news, etc. Alors, je pense que parmi eux, ils le croient vraiment que c'est Hollywood, etc. Parce qu'ils ont besoin de se donner une raison pour rester humain et pas devenir fou, déjà. Parce qu'ils sont en train de commettre un crime contre l'humanité. Des horreurs. Et secondement, c'est qu'aussi, dans tous les cas, c'est que ça leur permet... En fait, c'est aussi la logique du génocide. Ce que disait Youssef, c'est on bombarde de fausses informations, etc. Ça permet à la fois de se défendre et de continuer le génocide. Sans ça, ils ne peuvent pas continuer le génocide. Et deuxième chose, sur la question de l'inaction des États, mais ça, après, tout le monde autour de la table le sait très bien, c'est que c'est une question de rapport de force. Donc, à partir du moment où les États arabes sont largement compromis avec l'État sioniste, que les États-Unis ont à leur tête Trump et sont dans une logique, on va dire, très agressive à l'international, et pas seulement sur la question palestinienne, mais sur à peu près toutes les questions. Là, en ce moment, Trump, maintenant, on va parler de l'Europe, mais aussi de l'Amérique du Sud, et même le Japon. Donc, il y a un moment de raidissement du capitalisme qui est en accélération, parce qu'il y a des problèmes structurels. Et du coup, le terrain de la Palestine, c'est un terrain qui vient synthétiser toutes ces tensions-là, de l'organisation de l'impérialisme. C'est ça. Donc, en fait, la seule chose que l'impérialisme comprend, Youssef en parle déjà avant moi, avant que je naisse même, c'est la question du rapport de force, quoi. Donc, les Israéliens et les Américains et l'Occident, d'une manière générale, sera arrêtés uniquement par le rapport de force. Après, et c'est une très belle transition pour... Et juste pour finir, par rapport à ce négationnisme, c'est que, mais tu l'as dit, c'est qu'il y a tous ces enfants, et pas que ces enfants qui meurent de faim, mais vous savez, dans l'ordre, la famine, et comment ça se passe. Alors ce sont d'abord les enfants, ensuite ce sont les personnes malades, ce sont les personnes âgées, et ensuite les adultes. Voilà, c'est comme ça, c'est la gradation. Et là, on est au stade, c'est extrêmement grave. Ce sont les enfants, les personnes malades qui sont en train de mourir. Et ce qu'il y a de très grave, ce qu'on oublie, c'est que, parce qu'on a déjà vu les séquelles de la faim. On a déjà vu les séquelles de la faim. Où est-ce qu'on a vu les séquelles de la faim ? Quand des gens ont fait, par exemple, des grèves de la faim. Hein, et on sait très bien que les grèves de la faim atteignent durablement des gens qui ont fait des grèves de la faim très longues, hein, les marquent durablement pour toute leur vie au niveau de la santé, notamment le foie, les reins, etc. Ces enfants qui aujourd'hui, même s'ils ne meurent pas, ils vont en garder des séquelles épouvantables toute leur vie. On ne s'en remet pas. Je lisais, quelqu'un me faisait un commentaire par rapport à quelqu'un qui connaissait un petit peu l'affaire sur Facebook et qui me disait qu'une personne qui a subi cela, une sous-alimentation, elle met 20 ans ensuite. Hein, c'est-à-dire que c'est très très long pour s'en remettre, avec une fragilité permanente sur le foie. Et ces enfants-là, et donc on ose dire, c'est que même si on ne va pas jusqu'à directement mourir de faim, il y a des milliers d'enfants qui aujourd'hui, dont la santé est totalement compromise. D'accord ? Sans même. Et il leur faut quoi ? Et c'est une espèce de négationnisme horrible des bourreaux, hein, et des gens qui soutiennent les bourreaux. C'est ce qu'on a tous les jours aujourd'hui sur BFM TV, sur CNews, au niveau du gouvernement, sur France Info, au niveau des relais de l'UEJF, etc. On a ça, ce négationnisme puant, je le dis bien. Qui est accepté. Et qui est accepté. Qui est accepté, qui est toléré. Là, il n'y a aucune polémique nationale sur la propagande génocidaire. Oui, non, mais totalement. En plus, alors là, techniquement, ces personnes-là devraient être en procès pour apologie de crimes contre l'humanité. Ah oui, eux, ils n'ont pas le truc apologie du terrorisme, ils l'ont pas. C'est pas pour eux, ça. C'est ça. En tout cas, eux, ils ont une sorte d'immunité. Donc, on parlait de privilège. Là, il y a un privilège à être génocidaire en France actuellement vis-à-vis des Palestiniens. On peut être génocidaire sans rien craindre. Ouais. Donc, c'est quelque chose de totalement fou. Mais après, pour revenir à la question du rapport de force. Là, je crois que c'était pas plus tard que hier, ou aujourd'hui, je ne sais plus, le président irlandais a annoncé qu'il fallait envoyer une force armée à Gaza pour empêcher le génocide. Et je crois qu'aussi De Villepin disait ça. Oui. Ah oui, voilà. Je voulais parler de... je me suis laissé dire, on nous a dit que... Enfin, je ne l'ai pas vu directement, mais j'ai cru voir passer cela dans les infos, que De Villepin également évoquait peut-être la possibilité d'une force armée qui imposerait, et d'ailleurs, quand De Villepin dit cela, il ne fait que dire le droit. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le droit aujourd'hui, le droit international humanitaire, ce qu'on appelle le droit international humanitaire, ou le droit humanitaire international, si vous préférez, fait obligation
lorsqu'il y a une entreprise génocidaire, d'intervenir, y compris militairement. C'est ça qui est absolument incroyable. Alors, aujourd'hui, le seul pays qui le fait, qui est ce pays, ce sont les Houthis. Les Houthis, et c'est pour ça que les Houthis sont totalement dans la loi internationale. Alors certains considèrent que c'est... Non, ce n'est pas du tout du terrorisme ce que font les Houthis. Ils sont exactement dans la charte de l'ONU. Ce que beaucoup de gens ne veulent pas reconnaître. C'est-à-dire qu'ils interviennent uniquement, ils l'ont dit, on intervient uniquement dans le cadre de ce génocide, et on arrêtera lorsque ce génocide prendra fin. Bon, ils ont très peu de moyens, mais aujourd'hui... les seuls à intervenir directement et à être fidèles à la charte de l'ONU, ce sont les Houthis. Et pour cause, ils ont eux-mêmes subi une entreprise génocidaire dans cette guerre absolument épouvantable. N'oublions pas que les Houthis, les Yéménites, ont subi la plus grande agression à vocation génocidaire et par la faim également, pendant des années, une agression caractérisée menée par l'Arabie Saoudite, menée par les Émirats Arabes Unis, soutenue par tout l'impérialisme, et y compris par la France. D'accord ? Donc les Houthis savent ce qu'il en est, effectivement, du génocide, et en particulier par la faim. Et il faut rendre grâce aux Houthis, effectivement, d'être les seuls à intervenir aujourd'hui pour empêcher cela, en s'en prenant directement à l'État qui est l'agresseur, qui est le génocidaire. Je dirais même plus, Youssef, faut qu'on arrête de parler des Houthis parce que, en fait, c'est ce sont les Yéménites. C'est les Yéménites, c'est le gouvernement. Bien sûr, tu as tout à fait raison. Résumer, on va dire, cette force-là par les Houthis, c'est aussi faire jeu de la propagande occidentale pour les décrédibiliser en disant c'est pas l'État légitime, c'est pas le gouvernement légitime du Yémen. Mais en tout cas, cette question-là du rapport de force, on va dire, et de la déclaration de Villepin, ça ramène à ce qu'on disait plusieurs fois dans plusieurs émissions, c'est que de Villepin, là il a marqué un point vis-à-vis de l'électorat indigène. Ça, c'est sûr. Oui, entre guillemets, il va plus loin. Il fait le plus radical que ce qu'il devrait être en tant que mec de droite. Voilà. Et du coup, là, la question, c'est que, même pas plus tard que la semaine dernière, il y avait NOS de PNL qui mettait... NOS. Tu dis NOS ? Ouais, moi je dis NOS. Comme le nez. NOS, ouais. NOS de PNL, du coup, qui mettait une story sur Insta. Comme quoi, en fait, de Villepin, c'était un chiptyque et du coup, fallait le soutenir, quoi. Oui, il disait un truc du genre, ce serait bien d'avoir un président comme ça en France. Et c'est... On va pas se mentir qu'on est dans le contexte où De Villepin, il a lancé un mouvement ou un parti ? Bah, Pour l'instant, c'est un mouvement, je crois. C'est un mouvement ? La France humaniste, c'est un mouvement ou un parti ? C'est un mouvement pour l'instant. Je pense que c'est un mouvement. Et donc, bien sûr, on imagine qu'il est dans la course au présidentiel pour 2027. Voilà. Et forcément, on peut penser que c'est un concurrent à Mélenchon dans le sens où il va aller il va chercher en tout cas un électorat de gauche, notamment en apparaissant sur deux leviers, donc à la fois pro-palestinien, donc la France qui est juste dans le monde, etc., et aussi le levier de celui qui est contre le RN, contre le racisme et qui est très tolérant envers une forme de multiculturalisme comme un peu Macron en 2017. C'est ce qu'Ouria elle disait dans les universités d'été qui ont eu lieu il y a quelques semaines. Youssef, tu penses que c'est un danger par rapport à ça, qu'il aille plus vers le créneau pro-palestinien de Villepin ? C'est un danger, donc c'est très bien qu'il le fasse. On ne peut que se satisfaire qu'effectivement une personnalité comme lui, de droite, peut-être qu'il incarne... Oui. Voilà, la droite, c'est pas notre tasse de thé, mais s'il y a une droite qui aujourd'hui est au moins respectueuse d'un certain nombre de principes, qui dirait le contraire. Maintenant, De Villepin, quand je dis c'est pas notre tasse de thé, c'est que De Villepin, malgré tout, est un homme de droite. Il n'est pas du tout pour la répartition, pour la juste répartition, des produits du travail. D'accord ? C'est un homme de droite. De Villepin n'a jamais dénoncé la France-Afrique à l'époque. De Villepin, malgré tout, c'est aussi l'homme des émeutes de 2005. Bien sûr, il était en poste. De Villepin, ensuite, il a eu une attitude formidable au moment du refus de soutenir l'agression américaine en Irak. Concéder 3 mois après aux États-Unis. C'est ça, mais pour ensuite concéder. Alors après, on a expliqué qu'il ne pouvait pas faire autrement, etc. Mais bon, alors en tout cas, on peut se satisfaire effectivement des déclarations de Villepin. C'est bien, ça permet au moins de montrer que la droite française n'est même plus une droite, mais vraiment une extrême droite, fascisante, la droite, traditionnellement. Donc il tient son rôle de droite. Maintenant, au plan électoral, c'est beaucoup plus problématique parce que moi, je suis inquiet que les gens puissent préférer De Villepin à l'AFI, je le dis franchement.
parce que, évidemment, certains, j'ai lu ça quelque part, des gens trouvent que De Villepin, il est bien, il incarne, ça a été dit. Hein, il incarne la France puissante. La France puissante. Mais parce que c'est vrai lui, pour le coup, il incarne vraiment l'impérialisme, et je pense pas qu'il sera en rupture radicale avec l'impérialisme, en tout cas une rupture moins radicale que ce que proposerait la France Insoumise ou Mélenchon. Donc c'est normal que les gens se trouvent ça bien, ils ont l'impression qu'on va retrouver la grande France, la France de De Gaulle, la France de droite, quoi, la France qui rayonne dans le monde, quoi. Surtout, il incarne le moment où la France est un impérialisme puissant et oui. stable, en fait. Du coup, c'est une forme de stabilité. Alors, ok, on est exploité par l'impérialisme, mais la violence de l'impérialisme n'est pas à son paroxysme. Là, actuellement, on rentre dans des formes paroxysmistes de la violence impérialiste avec le génocide. Et bien sûr qu'on tire profit de l'impérialisme. Donc, pour moi, c'est un sentiment spontané d'aller vers une France puissante, une France impérialiste, si tu penses à ton propre profit. A priori, bien sûr, parce que je pense que Villepin, comme tu disais, sur le partage des bénéfices, il va pas penser à nous. Mais en tout cas, non mais c'est vrai. Alors, dans le fait, il va pas penser à nous, mais on a l'impression qu'on gagne, quoi. On va quand même. C'est pas la fin de l'Empire français. Alors qu'avec l'AFI, il y en a plein qui ont l'impression que. Oula, c'est pas très. C'est pas la victime, quoi. Oui, on n'est pas des victimes, quoi. C'est ça, effectivement. Oui, c'est ça. On a le sentiment d'être un pays de puissance, de grandeur. Et puis, c'est aussi la nostalgie d'un temps que la plupart, d'ailleurs, n'ont même pas connu, de ces gens qui trouvent que De Villepin... Parce que, bon, n'oublions pas aussi une chose, c'est que De Villepin, c'est quand même un homme de droite. Et c'est cette droite qu'on a subie pendant des années, des décennies. Hein. Ah oui, il n'y a rien de nouveau. Hein. Non. Simplement, c'est vrai que De Villepin n'a pas ce côté absolument ignoble et fascisant qu'a la droite actuellement. Je dirais, alors effectivement, alors on en arrive à dire, c'est pas trop mal, il est pas fasciste. Hein. Alors c'est un impérialiste. Oui, en fait, c'est ça. Mais c'est comme avec Macron. Rappelez-vous. Oui, Macron, c'est ça. Ce que les indigènes aimaient bien avec Macron, ou même pas que d'ailleurs, mais ce qu'on aimait bien avec Macron, c'était de se dire il est pas de droite, ni de gauche, ni de droite, donc ça veut dire un peu le centre, quoi. Il est sympa avec nous, il va maintenir l'ordre. C'est ça qu'on se dit. En vrai, le fond, c'est ça, c'est qu'on se dit ça maintient l'ordre et c'est un peu sympa avec nous. C'est ça le sentiment, qui n'est pas un sentiment révolutionnaire, mais ce qu'il faut qu'on comprenne par rapport aux électorats, c'est que les électorats ne cherchent pas la révolution. Ah non. Ils ne sont pas révolutionnaires, les gens. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'y ont pas intérêt, qu'il n'y a pas des partis d'eux, surtout quand il y a des actualités terribles qui ont lieu. Avec la Palestine, les indigènes sont révolutionnaires. Là, avec l'actualité en Palestine. C'est ça. Mais en temps normal, on ne peut pas la révolution. Beaucoup sont des libéraux économiques. On aime bien, on apprend à l'école, c'était stylé, Louise Michel et tout, mais commence même pas à me dire que je dois aller me battre avec la commune et tout. Tu vois, c'est pas pareil. C'est en mode, avec les gauchistes, non. Mais là, c'est vrai gauchistes en plus. Bon, c'est vrai qu'il y a certains gauchistes. Et puis, non, mais c'est aussi tout ce qu'on dit sur l'imaginaire communiste qui n'est pas attractif. Alors, je dis pas que Mélenchon se revendique d'un imaginaire communiste, c'est pas non plus la gauche radicale et l'extrême gauche française, c'est pas ça Mélenchon non plus. Et c'est là où Mélenchon est bon aussi, et je pense qu'il est quand même grand public pour ça aussi, parce qu'il a réussi à faire ça, à rendre la gauche désirable. Je pense que Mélenchon a réussi à rendre la gauche désirable. Mais le fait est que l'imaginaire communiste, l'imaginaire révolutionnaire, ça fait pas rêver les gens, parce que les gens ont du mal à se projeter dans quelque chose qui n'est pas ce qu'on est actuellement, c'est-à-dire l'ordre. Là, on est quand même dans l'ordre, même si il y a plein de merde, on se dit quand même on est dans l'ordre. Vous voyez, c'est très bizarre. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi cet esprit libéral qui est là chez beaucoup. Et puis le problème, c'est c'est difficile de parler d'un système qui n'a pas encore été mis en place. On n'arrive pas à l'imaginer. Ça fait peur. C'est ça, ça fait peur. Ça fait peur. Mais je le dis, je le répète, quelqu'un le dit dans le chat, il a parfaitement raison, c'est un piège de Villepin. C'est un piège de Villepin, et aujourd'hui, moi, je pense que les ennemis du changement, les ennemis de la gauche de rupture, sont contents qu'il y ait la candidature de Villepin. Ils se disent, si De Villepin peut arracher des voix, beaucoup de voix dans les quartiers populaires à Mélenchon, eh bien, c'est une bonne chose. Alors, il faut savoir, et cette personne, je répète ce qu'elle dit, elle a tout à fait raison, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Hein. C'est un piège dans lequel nous appelons les gens à ne pas tomber, parce que la seule chance qu'on ait aujourd'hui d'un possible changement, est compliqué et difficile, hein, c'est la FI. Hein, c'est même pas la peine de rêver à autre chose. Alors on peut se faire plaisir en disant voilà, on va encore nous ressortir à la fin une candidature révolutionnaire. L'extrême gauche va encore nous sortir une candidature révolutionnaire. Exactement. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Ça veut strictement rien dire, une candidature. Moi, Youssef Boussouma, je vais me présenter. Moi, j'ai un programme. Soutien, Youssef. Attends, alors, radical. Je peux être ton ministre ? Mais pas de problème. Ministre de quoi d'ailleurs ?
Merde. Il a dit l'égalité homme-femme. Ah là 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 là. Bravo Yacine. Marlène Bravo, Yacine. Schiappa décoloniale. Pas un peu sur notre ami. J'espère que t'écris bien, Marlène. Ah oui, oui, oui. J'espère que t'écris bien. Parce que ces livres, Bon, alors en tout cas, c'est ça. Alors, et puis toi, Hichem, tu voudrais être ministre de quoi? franchement, moi des Outre-mer, les colonies, j'aime pas. Ah oui. Pourquoi il y a de la magouille là-bas, il y a du fric à faire, c'est ça? C'est drôle. Et notre ami Yacine, Mehdi. Mehdi, c'est un peu l'économie aussi, non? C'est l'intérieur. Intérieur économie. Non, ministre du Japon. Et la défense. Mais- Je valide tout le monde. Ah, ouais. Ministre des Affaires étrangères et des relations avec le Japon. Et Je Yacine, propose. Pour l'économie. Yacine, il prend l'économie. Et ben voilà. Alors moi j'ai un programme qui est extraordinaire. Faut qu'on Moi, le je commence par supprimer, formation anarchiste, hein. Je commence par supprimer l'armée, ça vous va? La police, les pompiers on les garde, parce qu'on en a quand même besoin, puis avec tous les incendies qu'on va allumer, donc il faudra bien quand même les éteindre. Hein. Et comment? Alors non, l'école on la garde, mais on la réforme complètement. On la réforme complètement l'école, ce sera plus l'école autoritaire. On va s'inspirer, vous savez, des grands pédagogues, Libre Enfant de Summerhill, etc., de tout cela. Bon, moi j'ai un programme super. Alors c'est pas... On met Comment Bégodeau à l'éducation. Montessori, t'es une fasciste. Non. Hein Qui ça? On met Bégodeau à l'éducation. Ah là là. Mais vous saviez que Montessori, c'était à la. Oui, oui, oui. Elle a soutenu Mussolini au début, elle a vraiment participé au mouvement fasciste. Hein. Ouais, Donc, ouais, bref. Montessori, c'est pour ça que l'école est décriée, etc. Et les méthodes. Non, effectivement, donc on peut inventer un super programme. Alors au niveau du loyer, enfin du loyer, non pas du loyer, qu'est-ce que je raconte? Au niveau des salaires, alors le loyer gratuit pour tout le monde, il n'y a plus de loyer. Hein. Il n'y a plus de loyer, tout est gratuit. En fait, ce Bon. que tu dis, Youssef, c'est que quand même Ben oui. dans une échéance électorale à aussi grande ampleur que le chef de l'État, il faut être réaliste. Il faut avoir une approche réaliste et pas, je sais pas moi, directement ce qu'on pourrait imaginer. En plus, ce qui n'est pas forcément plus révolutionnaire, quoi. Quand on voit les partis d'extrême gauche, c'est pas forcément Mais parce plus que- révolutionnaire que la France insoumise sur certains points. Donc en plus, franchement, et les aussi que- et les gens voilà, n'y quoi. croient pas. Il y a ça aussi. C'est que Aussi, quand vous bah élevez oui. là, c'est tellement irréaliste. Ouais, on va mettre le SMIC à 3 000 €. Bon, les gens n'y croient pas et déjà, ça discrédite complètement toute évolution. Et de toute façon, même, on peut regarder le mouvement qui se rapprochait le plus d'un mouvement anti-révolutionnaire, c'était le mouvement des Gilets jaunes. Eux, ils sont partis sur une question d'écotaxe. Hein. Donc ça peut aussi partir de rien. Donc pour l'instant, on n'a pas les forces en présence. Peut-être le 10 septembre, il se passera quelque chose. On ne sait pas, Inch'Allah. Et surtout le 16 novembre. Voilà. le 16 Ouais, novembre. bien vu, Voilà, c'est donc bien. peut-être le 16 novembre, n'oubliez pas. Non, mais ouais, pour moi, le défi par rapport entre guillemets, à la question Villepin et Mélenchon, ça va être justement, par rapport à ce qu'on a dit, de rendre désirable la France insoumise, de la rendre crédible, de la rendre possiblement victorieuse. C'est-à-dire, oui, Mélenchon, il peut gagner. Parce que moi, ce que j'entends chez plein de gens de gauche, oui, Mélenchon, c'est bien, mais De Villepin, il a plus de chances de gagner. Genre, comme De Villepin, c'est la Ça. droite, la gauche. Oh, allez, c'est Mais n'importe qui quoi. dit ça? Mais C'est pas- n'importe quoi. Mais non, il a pas plus de chance de Oui, Villepin. n'importe quoi. Non, mais... Demander à De Villepin ce qu'il pense Oui, mais- de violence policière. Ouais, Bah, c'est ça. Non mais pourquoi je dis que les gens ont cette impression-là? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, comme De Villepin c'est l'ordre, comme le macronisme. Macron qui arrivait en disant ni de gauche ni de droite, ça restait l'ordre néolibéral, ça restait l'ordre impérialiste. Donc les gens ont l'impression que ça peut gagner. En se disant ça poursuit l'ordre, ça gagne. Mélenchon, c'est trop, non, Mélenchon, tu vois. Mais non, c'est pas vrai. Nous, notre job, ça va être de dire non, Mélenchon, non seulement c'est bien, non seulement c'est la rupture, mais en plus c'est possible. C'est C'est ça, possible. c'est possible. Mais moi, je- Et c'est la meilleure alternative, ça qu'il C'est faut dire. l'espoir, c'est le seul espoir qu'on C'est a. la meilleure alternative. Villepin, ce n'est pas une alternative. Villepin, c'est C'est la- oui, c'est pas fasciste, mais c'est pas une alternative. Moi, je C'est suis- pas la rupture. Villepin, non, c'est pas vrai. Je suis même pas sûr parce que je pense que Villepin il aura à gouverner avec des gens de son bord politique et du coup Bah il oui, sera en amené à faire ça, énormément en de plus. concessions et du Ah coup oui. en fait continuera la C'est ça. fascisation. Moi je pense que Villepin malgré ce qu'il pense sera amené à poursuivre la fascisation parce que c'est des logiques capitalistes derrière. Ah oui. Voilà. Voilà, très bien. On va maintenant parler de la jeune étudiante Nour Atala qui a été victime d'une énorme polémique d'ampleur nationale. Et là, oui, je dis le mot victime tout simplement parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, nos soldats franco-israéliens, nos polémistes ultrasionistes, nos fascistes, ils n'ont pas de polémique nationale. Eux, personne ne leur dit que c'est des nazis, que c'est des racistes, que c'est des antisémites. Pourtant, c'est les trois à la fois. Mais par contre, une jeune étudiante palestinienne, à peine arrivée sur le territoire français, donc une réfugiée qui vient de Gaza, au moindre petit truc, une polémique qui enfle à la suite, qui est portée par des comptes ultrasionistes, là, directement, ça devient ampleur nationale. Et en un jour, vous avez des déclarations de tous les ministres de l'État français. Donc, maintenant que j'ai dit ça, oui, je suis très énervée parce que j'ai fait la vidéo tout à l'heure et qu'on l'a tournée 2 fois parce que la première fois, on l'avait ratée avec le son. Donc, je suis trop vénère sur ce sujet-là. Mais en tout cas, la vidéo va sortir. Bref, en tout cas, on va y revenir. Et moi, je suis très intéressée d'avoir l'avis de Youssef et de Hicham qui vont compléter un peu sur
Ce sujet-là. Cher ami. Bah, Alors attends, Vas-y, termine. j'explique juste, non, parce que juste pour avoir les faits, voilà, juste les faits, et après on dit tout ce qu'on veut. Donc, sur les faits, donc, Nour Atala, c'est une jeune étudiante qui est arrivée en France au mois de juillet et qui était inscrite à Sciences Po Lille. Et Sciences Po Lille, en plus, c'était mon école. Mais bref, donc elle est arrivée à Sciences Po Lille et elle a été inscrite pour commencer sa rentrée en septembre. Elle était hébergée chez le directeur actuel de Sciences Po Lille, qui est Étienne Perra, et elle devait du coup commencer sa rentrée en septembre, normalement. Ce qui s'est passé, c'est que des comptes sionistes ont été regardés dans son historique Twitter et ont trouvé des tweets qui repostaient des propos antisémites, des propos pro-Hitler. Voilà. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que son avocate, enfin par la voix de son avocate, elle s'est défendue en disant que ces ripostes étaient pris hors contexte et que ça s'intégrait dans des conversations sur Twitter, etc. Malheureusement, ce n'est pas possible de le vérifier parce que son compte a été bloqué. Donc, pour l'instant, on en est là avec des accusations d'antisémitisme, que l'étudiante conteste. Maintenant qu'on a dit ça, ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'on a eu donc la polémique qui a enflé en disant ils ont accueilli une Palestinienne nazie en France, etc., etc. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a dit qu'elle n'avait pas sa place en France. Sciences Po Lille a annulé l'inscription pour la rentrée parce qu'en fait, il y a eu tellement de pression, il y a eu une énorme polémique qu'en fait, ils ont dû réagir en même pas 24 heures. Quoi. Le lendemain ou le jour même, je ne sais plus, ils ont fait un trade en disant « Ah voilà, on a pris connaissance, son inscription est annulée. » Voilà. Et là, ensuite, elle a quitté le territoire français. Donc, selon encore le communiqué de son avocate, elle a vu... elle a échangé avec les ministères, etc. Et d'un commun accord, ils se sont mis d'accord pour qu'elle quitte le territoire et elle poursuivra ses études à l'étranger. Je vais ajouter d'autres éléments de contexte au fur et à mesure de cette discussion. Il y a plein de choses à dire, mais spontanément... non, pas spontanément. Je n'ai pas envie de dire que pensez-vous parce que c'est trop vague, mais... Comment peut-on analyser cela ou... Ouais, mais c'est la même chose. Bon, c'est pas grave. Vos impressions sur cette polémique, selon ce que vous avez entendu de part et d'autre, et on va c'est qu'ils attendaient que ça en fait. Ah bah voilà, ça. Ouais, je pense que c'était. Alors déjà, on ne sait pas si effectivement c'est confirmé, sachant que c'est un compte qui s'appelle Sword of Solomon qui a doxé la Alors personne. explique un peu. Voilà, donc Sword of Solomon, c'est un compte Twitter. L'épée de Salomon. Voilà, l'épée de Salomon en français, qui est un compte Twitter sioniste qui passe son temps à faire du repérage et du harcèlement de militants et de pro-palestiniens et de palestiniens, et les doxer aussi d'une manière générale, sortir des numéros. Donc en tout cas, il y a toute une galaxie qui tourne autour de ce compte, qui sont sur des discussions Telegram ou quoi que ce soit, et en fait, ils s'échangent des informations pour produire du harcèlement, faire de la pression politique, etc. Donc c'est ce compte-là qui est à l'origine de plusieurs polémiques, qui a sorti l'information et qui a fait pression, on va dire, au niveau national. Donc ça, c'est ça ce qui s'est passé. Et je ne sais plus qu'est-ce que je veux dire au début. Le compte Sword of Solomon. Oui, non, mais bon. Non, mais dans tous les cas, cette affaire-là, en fait, elle est quand même assez intrigante parce qu'on se dit... en fait, ils attendaient que ça, d'avoir une association entre Palestiniens ou Palestiniennes et nazisme. Oui. Ils attendaient que ça. Et là, je pense que si effectivement c'est véridique, ils sont ravis parce que derrière, ça a permis de légitimer le fait que la France bloquait, on va dire, l'accueil de tout réfugié palestinien. Et d'ailleurs, c'est bien que tu le dis ça parce que suite à cette affaire-là, toujours le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, il a suspendu l'accueil des Palestiniens en disant que maintenant il fallait revoir tout le processus sécuritaire, etc. Et que dans l'attente d'autre chose, c'était radicalement suspendu. C'est-à-dire, à cause de cette histoire-là, punition collective pour les Gazaouis. Il n'y a plus de Gazaouis qui rentrent en France. La France annule son devoir d'accueil des réfugiés gazaouis et uniquement les réfugiés gazaouis. Voilà, ce qui est, on va dire déjà, c'est une participation nette à un génocide. Ça, concrètement, on a des personnes qui essayent de fuir un génocide, entre guillemets, et on refuse de les accueillir. Donc ça, clairement, c'est la France se rend coupable de participation au génocide. Là, il n'y a pas de... De complicité. Oui, complicité, oui. De participation, vraiment. Même active. participation. Oui. Vraiment participation active. Oui. Donc déjà, ça, il y a ce premier point. Deuxième chose, il y a ce que tu disais, c'est la question de la punition collective. Donc déjà, alors, punir tout un peuple pour, on va dire, un individu, si c'était vrai,
c'est quand même un niveau de racisme assez crasse, Oui. quoi. Enfin, Oui, on va oui. dire. C'est-à-dire ils sont tous suspects, quoi. Ah bah oui. Dire on a laissé passer une erreur, donc il y a d'autres erreurs possibles. Vous voyez, c'est de dire ça un peu. Donc voilà. Et puis deuxième chose, c'est qu'en plus, concrètement, il y a eu des pressions qui ont été en mode vous n'allez pas étudier en France. C'est qu'il n'y a même pas eu de question, on va dire, de est-ce qu'elle a droit à un procès équitable en fait. Merci beaucoup. Et c'est Youssef juste après, mais c'est sur ça où moi je voulais insister. On n'a pas tant insisté sur ça dans la vidéo, mais c'est ça qui me choque avec un peu de recul sur ces derniers jours. Et pas que sur ce sujet-là d'ailleurs, mais sur plein de sujets. Bon, je ne vais pas faire le truc boomer à l'ère des réseaux sociaux et tout, c'est pas ça, mais c'est de dire que les polémiques enflent tellement rapidement, ils forcent les pouvoirs publics à prendre des positions tellement rapidement, sous la pression, et rien d'autre. Désolé, mais Sciences Po Lille, ils n'auraient pas pris cette décision aussi rapidement s'il n'y avait pas eu de polémique. Effectivement, Dans le elle a délit le du droit, droit en plus. exactement, elle devrait avoir droit à une justice équitable, à un procès, d'être entendue. Donc elle a été entendue par les enquêteurs de police, elle a donné sa version, mais voilà, le communiqué de l'avocate, il date d'aujourd'hui. Et en fait, tout ce qu'on a dit, ça s'est passé avant aujourd'hui. Donc avant aujourd'hui, on ne savait rien de sa part. Elle n'avait pas été, il n'y avait rien sur qu'est-ce qui s'était passé avec la police, etc. Donc vraiment, une polémique, les réseaux sociaux, des ultrasionistes qui font pression avec les fascistes, et directement, tout l'État doit réagir. Et c'est un scandale national, une Palestinienne antisémite, on doit tous réagir. Mais c'est la folie mentale. C'est la folie mentale. Ah oui, c'est Ah oui. plus que la folie mentale, c'est la France piétine son propre droit. D'abord, le droit d'asile est supérieur au délit éventuel qu'elle aurait commis, et tu l'as très bien dit. C'est-à-dire que quand bien même elle aurait commis ce délit, et d'ailleurs on ne sait pas exactement quel délit, parce qu'il faut d'abord établir les faits, hein, eh bien cela n'empêche pas qu'elle a droit au droit d'asile. C'est quoi cette idée que la France accueille aujourd'hui, et même accueille des génocidaires, hein, sans aucun problème, des génocidaires, des gens qui justifient aujourd'hui, hein, et qui ont commis même ce génocide. Mais ça, il n'y a aucun problème. Ils ne sont pas poursuivis. Donc, d'une part, il y a cela. D'autre part, il y a eu ce communiqué de l'avocat. L'arrestation de la jeune femme n'a pas du tout respecté la procédure de droit. Elle a été entendue en dépit de toute légalité, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Maintenant, il faut attendre que ce soit ces petites canailles de Sword of Salomon. C'est eux qui donnent des leçons. C'est eux qui donnent, c'est eux qui donnent l'information. C'est un groupe qui est totalement pro-génocidaire, d'accord, totalement. Et c'est ce groupe pro-génocidaire qui aujourd'hui informe le gouvernement et le somme d'intervenir contre une personne qui, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas jusqu'à ce qu'on prouve, hein, qu'elle a commis ça. Elle n'a, pour l'instant, pour la loi, elle n'a encore rien commis, d'accord, tant que les choses n'ont pas été établies. Mais c'est ce petit groupe d'ultrasionistes qui intime l'ordre au gouvernement français d'intervenir contre elle. C'est-à-dire qu'un groupe qui est totalement partie prenante dans le génocide. Bah oui. Et juste une chose, et donc l'autre problème, c'est que il paraît que d'un commun accord, elle aurait choisi de partir. Mais pourquoi ? Parce qu'elle a été menacée de mort aussitôt. Elle a des menaces, et elle dit, le gouvernement se réfugie derrière cela pour dire, et pour sa propre sécurité. Ça veut dire quoi, pour sa propre sécurité ? Ça veut dire qu'elle reçoit des menaces. C'est-à-dire que des gens ont menacé expressément, hein, parce qu'elle est identifiable, on sait où est-ce qu'elle est, elle est à Lille, etc. C'est ça qui s'est produit. Et le gouvernement français, en même temps, eh bien, cède à des menaces terroristes, parce que ça s'appelle des menaces terroristes, cela, d'accord ? C'est absolument ignoble ce qui se passe. C'est absolument ignoble, et on n'a jamais vu cela. Où effectivement un ministre, et puis on est satisfait, on est content, et il se félicite. Il dit grâce à la diligence des agents du Quai d'Orsay, on est content, hein, et d'avoir cédé au chantage, parce que c'est un véritable chantage, en fait, hein, de ces activistes sionistes, hein, partisans du génocide. C'est absolument immonde. Je n'ai pas de mots, c'est absolument immonde. Absolument immonde. Parce qu'elle-même nie, elle dit que c'est pas vrai. Pourquoi sa parole aurait-elle moins d'importance que la parole de ces petits ces zigoutos de fascistes? Mais moi je tiens et même si c'était vrai d'ailleurs. Dans toutes les affaires de scandale qui émergent sur Internet, le truc c'est que on dit non mais de toute façon c'est ça la vérité là. Mais ok d'accord, mais même si c'est vrai, on a le droit un peu d'équité, un peu de procès, un peu de entendre la parole de l'autre, un peu de traitement juste et digne d'une personne. C'est juste ça en fait. J'ai pas demandé la lune, j'ai juste demandé de contradictoire. Non mais juste la base de respecter la personne. Je veux dire même si cette personne elle a commis. C'est un être humain, il faut l'exécuter pour ça. Ce qu'on peut considérer comme irréparable, et surtout, désolé, mais là c'est encore le problème avec le rapport qu'ont les Français et notamment les fascistes et notamment les sionistes aux étrangers, c'est de dire que parce que désolé, mais des antisémites, des gens qui postent des trucs racistes sur les réseaux, et pas que de l'antisémitisme d'ailleurs, de tous les racismes.
Il y en a des milliers en France qui posent des Évidemment. tweets sur les... Est-ce qu'on leur fait un coup de expulsion, tu n'es pas digne du territoire, pas de procès, ça dégage, pas d'école? On fait pas ça. Ça, par contre, c'est les étrangers. Parce qu'on considère que les étrangers, c'est eux qui doivent prouver qu'ils sont dignes d'être acceptés par nous. C'est nous qui leur faisons une faveur, mais on leur fait pas de faveur. Ça, c'est vraiment des bêtises. Ils ont le droit d'être traités équitablement. Ça revient avec la question des racismes intracommunautaires et l'instrumentalisation par le pouvoir de ces questions-là pour renforcer le racisme. Et là, Attends, Youssef, je termine. Ouais, Vraiment, et ce que aussi pour rajouter un truc, c'est que moi je pense que j'irai encore plus loin que toi tout à l'heure, Youssef, c'est qu'en fait le gouvernement a un agenda actuellement sioniste. Donc en fait ces groupes de militants, etc., c'est un appui qui rentre en synergie avec le gouvernement. C'est ça qui est fou. C'est plutôt une En forme de quelques symbiose. heures. En quelques C'est une heures. symbiose. Tu vois, C'est une symbiose entre les deux, en mode ah mais c'est cool, des fonctionnaires qui travaillent gratuitement. Enfin moi franchement, actuellement oui, je les oui. vois comme des fonctionnaires qui travaillent gratuitement dans un État qui est actuellement ou comme des lobbies. On pourrait dire c'est comme des lobbies, c'est-à-dire ils font pression le gouvernement. Et en fait j'ai mes lobbies, je peux pas leur dire non. Même pas. Moi je pense sincèrement que le gouvernement est en fait en mode on est d'accord. On est d'accord entre nous. Faites un peu de bruit médiatique s'il vous plaît. Oui, On dise qu'on répond à la population. Alors qu'en fait ils sont ravis quand le ministre il tweet elle n'a pas sa place en France. Oui, il est ravi. il est ravi. On a l'impression que ravi. la France, c'est le pays des merveilles. De fou. La France accueille un des plus grands nombres de génocidaires. Elle n'a pas sa place en France. Elle n'a pas sa place à côté des 4500 soldats franco-israéliens qui reviennent du génocide. Elle n'a pas sa place à côté des Yadans et autres canailles qui aujourd'hui veulent légaliser, veulent justifier, veulent rendre tout à fait acceptable le génocide. Mais c'est incroyable, ça. Mais aussi, c'est que la France a beaucoup de choses à balayer devant sa porte. Oui, c'est une façon de se défausser de l'antisémitisme historique et structurel de ce pays. Mais pas seulement, je pense. Le dernier génocide que la France a commis, c'était le Rwanda, quoi. Enfin, donc déjà, il y a cette question-là. Mais aussi, moi déjà, je veux saluer quand même, on l'a pas fait, les étudiants de Sciences Po Lille, notamment Solidaire. Attention, les étudiants de Solidaire. C'est Solidaire. Voilà, Solidaire de Lille et Solidaire Sciences Po Lille. Vas-y. Vas-y. Du groupe syndical, tu veux dire? C'est le syndicat. Oui, Sud syndicat Solidaire. Sud Solidaire, d'accord. Oui. Et franchement, il faut les saluer, non seulement parce que c'est pas la première fois qu'ils sont très bons sur la Palestine. Je rappelle qu'ils ont fait annuler les partenariats de Sciences Po Lille avec les facs israéliennes cette année. Donc juste vraiment, c'est il y a quelques mois. Donc vraiment, il faut vraiment les saluer. Et ils ont fait un très très bon communiqué où ils tombaient pas du tout dans le truc de dénoncer l'antisémitisme comme ça et d'en faire des tonnes et de dire c'est pas bien, elle est méchante. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont vraiment pris beaucoup de hauteur politique et ils ont dénoncé la punition collective qui était faite aux Gazaouis en disant on suspend l'accueil des Gazaouis en France, et ils ont été vraiment très 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 dignes, je trouve, dans leur communiqué, et il faut les saluer parce que ça fait débat chez les étudiants. Je suis sûre, et c'est une autre chose que je voulais dire, c'est que chez les étudiants ou chez les militants, quand ils voient des affaires de racisme comme ça, ils ont tendance à vouloir traiter la chose de façon morale, de dire non mais c'est pas bien d'être antisémite, il faut condamner et c'est tout. Moi je ne suis pas d'accord. Il ne faut pas condamner et c'est tout, parce que sinon tout se vaut. Ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Ah donc Israël c'est pas bien et l'antisémite là c'est pas bien et le palestinien c'est pas bien là. C'est pas comme ça que ça marche. Je suis désolée, je vais dire un truc qui va peut-être choquer des gens, mais il faut essayer de comprendre ce qu'il y a derrière un propos antisémite d'une Palestinienne. D'une Palestinienne, bien sûr. Il ne s'agit pas de facho. Ça serait différent si c'était quelqu'un d'organisé dans un groupe politique fasciste. Comment moi, militante décoloniale, j'explique un propos antisémite que peut avoir un Palestinien, sans dire que c'est tous les Palestiniens qui ont des propos antisémites, c'est archi faux. Mais disons qu'il y a des propos antisémites d'un Palestinien. Désolé, mais qui est-ce qui associe les Juifs à Israël ? Israël lui-même, la France lui-même, tous les médias eux-mêmes, ce sont eux qui associent les Juifs à Israël. Donc pourquoi une Palestinienne lambda n'associerait pas les Juifs à Israël avec une connotation négative, puisque forcément elle vit un génocide et un blocus. Alors, pourquoi non, donc c'est logique. Donc, dernière chose que je dirais à ces étudiants-là, qui comprennent pas que une Palestinienne qui a un propos antisémite, c'est pas comme un Européen qui a un propos antisémite, tout simplement parce qu'ils parlent pas du même point. Quand je parle depuis la Palestine, je parle pas depuis Paris. C'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Alors, ça s'appelle les rapports de force, avoir une analyse sociale, historique, géographique, blablabla, quoi. Oui, tout à fait. Désolée, mais ça m'énerve trop. Oui, tout à fait. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Non, mais l'antisémitisme est condamnable, il n'y a aucun souci, n'importe où. Mais là, dans ce cas précis, ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme historique et structurel de la France. L'antisémitisme que ce pays a pratiqué, a enseigné même
à toute une génération à exploiter et qu'il exploite actuellement. Effectivement, lorsque des parents, alors moi je vais dire, il se peut que quelqu'un, un Palestinien, effectivement, ait des paroles antisémites. C'est pas l'antisémitisme traditionnel de la France. Et il ne s'agit pas de dire il faut relativiser, etc. C'est pas ça du tout. C'est que effectivement, la haine appelle la haine. La haine appelle la haine. Le problème, il est là. Et un système haineux, colonial haineux, eh bien, effectivement, produit. Mais ça ne veut pas dire qu'on valide ça. Ça ne veut pas dire qu'on dit donc ça s'explique, donc c'est logique, c'est très bien. C'est pas ce qu'on dit. Mais contrairement à ce que le gouvernement français aimerait, c'est qu'il n'y a pas de mais, c'est comme ça et point. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Je veux dire, comment il s'agit ces propos, même s'ils ne sont pas acceptables, eh bien, traduisent une souffrance subie de la part d'une personne qui a vu très certainement sa famille ou en tout cas des proches massacrés de façon épouvantable. Et je le dis jusqu'à preuve du contraire, elle-même nie cela. Elle nie cela. Donc je veux dire la moindre des choses. Hein, mais c'est vrai qu'il est possible que pas uniquement des Palestiniens, des peuples du Sud, hein, à cause de ce qu'on appelle le philosémitisme d'État aussi, hein, eh bien, aient une attitude hostile à certaines populations juives. Voilà, c'est malheureusement c'est le sionisme qui aujourd'hui et les États impérialistes qui aujourd'hui instrumentalisent les communautés juives, hein, de ce point de vue. De toute façon, là, on va parler profondément de cette question-là dans la vidéo que Mariam a fait tout à l'heure. Donc, toute la question du racisme de guerre, vous allez découvrir un truc. C'est quoi le racisme de guerre? C'est un truc de ouf. non, mais et non, mais aussi, je voulais rajouter un truc. J'ai encore oublié. Ça va me revenir. Non, mais sur la question... ah oui, c'est que Darmanin, lui, dans ses jeunes années, il était à Sciences Po Lille. Mais c'est pire que ça, il était au conseil d'administration. Oui, il était au conseil d'administration. Oui. Et il écrivait aussi à l'Action française. Et il a été proche de l'Action française. Donc, qui est un parti connu pour son antisémitisme. Alors c'est difficile de faire aussi antisémitisme que l'Action française. Quoique, à l'extrême droite, on va dire, il y a de la concurrence. Mais le truc, c'est que Darmanin, du coup, on doit le renvoyer de France. Vraie question. Un exemple parmi d'autres, tu as raison. Donc, tu as raison. Il n'a pas sa place en France, c'est ça? Il n'a pas sa place, du coup, on doit le renvoyer. Ça, c'est le fascisme, ça. Et rappelons le bouquin que Darmanin a écrit. Hein, où dedans il stigmatise les populations juives. Oui. Il justifie comment la mise en camp de populations juives à l'époque de Napoléon et véhicule des poncifs antisémites qui avaient cours à l'époque en les validant. C'est-à-dire qu'il ne fait pas que, visiblement, il ne fait pas que simplement les citer. Hein. Et ça, c'est extrêmement grave aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cela? On l'envoie en Algérie et puis le gouvernement algérien fait une censale. Question, hein. Question. C'est pas une affirmation. Tu sors du plateau? Non, je rigole. C'est une question ouverte. Pascal Pro, je pose des questions. Je pose des questions. On peut plus rien dire. On peut plus rien dire dans ce pays. On peut plus rien dire. Chers amis, donc sur ça, comme a dit Hicham, on vous invite à aller voir la vidéo qui va sortir, qui sera peut-être sortie quand cette vidéo sera sur YouTube, mais en tout cas, elle sera sortie dans les prochains jours et qui rentre plus en détail sur tout ça. Je suis très contente d'avoir eu vos réactions parce qu'elles étaient très bonnes.